Michel était assise dans la cuisine, le crépuscule se mêlant à la lumière chaude de la lampe de chevet. Elle attendait qu'un camion transporte ses affaires de l'appartement qu'elle louait depuis près de 8 ans. Michel est arrivée dans cet appartement en tant que jeune femme naïve et inexpérimentée, fraîchement sortie de l'école et commençant à peine l'université. À l'époque, elle se sentait comme une enfant. Aujourd'hui, Michel est une personne différente, une adulte qui connaît la vie et qui porte le poids de l'expérience. Elle était même un peu envieuse de sa cadette, plus enthousiaste, qui pensait que les expériences les plus belles et les plus excitantes étaient encore à venir. C'est ce qui s'est passé au début. Et la vie en ville entraînait Michel dans un tourbillon d'études, de nouvelles connaissances et de divertissements inconnus. C'était amusant. Puis une série de problèmes lui sont tombés dessus, l'obligeant à grandir rapidement, à se débarrasser de ses lunettes roses et à se battre. Michel est né et a grandi dans le village, à plus de 100 km de la ville animée. Ses parents n'avaient pas d'enfants depuis de nombreuses années et avaient tout essayé. Ils se sont rendus dans des lieux saints, ont visité des sources de guérison et ont cherché de l'aide auprès de divers herboristes. C'était après que la médecine officielle eut déclaré la mère de Michel stérile. Les médecins ne lui ont laissé aucune chance de tomber enceinte et lui ont conseillé d'accepter la situation ou d'adopter un enfant. Ce n'est qu'à ce moment-là que le couple a décidé d'explorer des méthodes non conventionnelles. Un miracle s'est finalement produit. Cependant, lorsque Michel est né, ses parents avaient déjà plus de 40 ans. Alors que leur père devenait grand-parent, ils commençaient tout juste à élever un enfant. L'enfance de la petite fille a été idyllique, des parents aimants. Une foule d'amis et un chien fidèle. Les étés étaient remplis de balades à vélo jusqu'à la rivière et de promenades dans la forêt. En hiver, le même groupe d'amis s'amusait à dévaler les collines en luge et à construire d'immenses forteresses de neige. Les parents de Michel l'adoraient et s'émerveillaient de tout ce qu'elle faisait. Elle grandit en se sentant en sécurité, enveloppée d'amour et d'acceptation. En grandissant, Michel a remarqué que les parents de ses amis étaient plus jeunes et en meilleure forme physique. Mais cela ne l'a jamais dérangée. En fait, elle se sentait désolée pour ses camarades lorsqu'elle voyait comment leurs parents les traitaient, en criant, en montrant de l'irritation, et parfois même en recourant à des punitions physiques. La famille de Michel était différente. Ses parents respectaient ses souhaits et étaient très attentifs. La maison était un lieu de soutien inébranlable pour Michel. Tiens bon pour devenir un col blanc, lui conseille sa mère. Tu travailleras dans un bureau confortable, contrairement à moi qui travaillais à la ferme de l'aube au crépuscule. Le travail physique use rapidement la beauté d'une femme. Écoute ta mère, renchérit le père. Tu es intelligente. Tu peux tout gérer. Le père et la mère donnaient souvent le fils de leur voisin, Brian, en exemple à Michel. Le garçon était petit, robuste et avait un caractère agréable, même s'il n'était pas conventionnellement beau, comme le plus beau garçon de leur école. Brian était différent des autres enfants du village. Au lieu de jouer au football, il passait son temps à lire des livres à la bibliothèque locale. Michel trouvait étrange que Brian préfère les livres d'anatomie et les traités sur le corps humain aux romans d'aventure ou aux bandes dessinées. Elle avait du mal à comprendre les titres de ces manuels, sans parler de leur contenu. Mais personne n'a été surpris lorsque Brian, après avoir terminé l'école, est entré à l'académie de médecine de la capitale. Les parents de Brian étaient fiers de partager la réussite de leur fils avec les voisins. En tant qu'étudiant, il assistait déjà à un chirurgien célèbre et travaillait sur un projet de recherche important et complexe. Michel ressentait à la fois de la joie et de la tristesse. Brian s'était élevé si haut qu'elle ne pouvait plus l'atteindre. En réalité, elle l'a toujours aimé, mais elle ne lui a jamais avoué ses sentiments. D'abord, elle n'était pour lui qu'une petite fille. Et deuxièmement, elle ne voulait pas se pendre au cou de ce type. Michel n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui a attiré Michel chez Brian? Ses yeux intelligents et bienveillants, son attitude calme, sa force intérieure et sa confiance en soi. Brian semblait toujours savoir quoi faire dans n'importe quelle situation. Et il était différent des autres garçons. Et elle ne s'intéressait guère aux filles, se concentrant uniquement sur ses études. De temps en temps, Michel et lui discutent. Vivant à proximité, ils revenaient souvent de l'école ou du magasin ensemble, discutant de tout,
du temps qu'il fait et des événements du village, à des sujets plus larges tels que les problèmes mondiaux et l'écologie. Michelle n'avait pas de conversation aussi intéressante avec d'autres personnes. Elle souhaitait toujours pouvoir discuter avec Brian un peu plus longtemps à la porte, mais il était toujours pressé de retourner à ses livres. Bien sûr, Brian n'était pas seulement populaire auprès de Michelle. Les autres filles étaient également attirées par lui. Elles se comportaient avec plus d'audace et de liberté que la modeste Michelle, mais leurs tentatives pour attirer l'attention de Brian restaient vaines. Michelle se réjouissait discrètement de leurs échecs et prenait plaisir à les décevoir. Lorsque Brian entra à l'Académie des Capitales et quitta le village, Michelle comprit qu'elle ne le reverrait plus jamais. Leurs bavardages amicaux et leurs conversations engageantes avaient pris fin, et c'était une triste réalité qui ne dépendait pas d'elle. Les années ont passé et Michelle a finalement obtenu son diplôme. La joie de recevoir son diplôme a été gâchée par l'hospitalisation de son père, victime d'une crise cardiaque la veille. Alors que les enseignants parlaient chaleureusement de Michelle lors de la cérémonie de remise des diplômes, son père luttait pour sa vie en soins intensifs. Michelle et sa mère, inquiètes pour leurs proches, ne pouvaient guère profiter des festivités. Bien sûr, Michelle avait envisagé ce jour différemment. Elle avait travaillé sans relâche, étudié avec acharnement pour que ses parents soient fiers d'elle lors de la remise des diplômes. Pour la première fois, elle regrettait que ses parents soient assez âgés. Auparavant, elle avait apprécié leur âge avancé, car ils étaient plus tolérants à son égard que des parents plus jeunes. Cependant, la situation de son père lui rappelle brutalement que les parents âgés peuvent avoir des problèmes de santé et que quelque chose de grave peut arriver à tout moment. Son père a passé tout le mois de juin et la moitié du mois de juillet dans le coma. Il ignorait que sa fille avait été acceptée à l'université. Au milieu de l'été, il est décédé à l'hôpital sans avoir repris connaissance. Son décès a été un coup dur pour Michelle et sa mère. Mais la vie continue. Peu après l'enterrement, la jeune fille et sa mère choisissent un appartement en ville où Michelle résidera pendant ses études. Il s'agissait d'un minuscule appartement dans un vieil immeuble de 5 étages, idéalement situé à proximité de l'université. Michelle était impatiente d'entamer ce nouveau chapitre de sa vie. C'était à la fois passionnant et intéressant. Et cela l'aidait aussi à surmonter la perte de son père. Les nouvelles expériences étaient une distraction nécessaire. En s'installant dans la ville, Michelle a commencé à reprendre goût à la vie. Elle s'est fait de nouveaux amis et a même commencé à sortir avec un camarade de classe nommé Larry. Ils apprécient la compagnie de l'autre, vont dans les cafés et se promènent le long de la digue. Leur relation est légère et superficielle, et ils le comprennent tous les deux. Aucun d'entre eux n'éprouvait de sentiments forts pour l'autre, mais ils étaient satisfaits de leur arrangement. Il était courant de se fréquenter de manière décontractée, et ils étaient satisfaits de leur relation décontractée. Michelle et Darcy sont devenues amies pendant leurs études. Bien qu'elles aient étudié dans des départements différents, elles ont partagé certains cours. Elles se sont rencontrées pour la première fois lorsque Darcy a oublié son stylo plume et que Michelle lui en a prêté un. Darcy vivait en ville avec ses parents autoritaires et passait souvent la nuit chez Michelle pour échapper à leur contrôle. J'y t'envie. Tu vis seule. Personne ne te tape sur les nerfs, soupire souvent Darcy. En réponse, Michelle se contente de secouer la tête. Elle ne discute pas avec Darcy, sachant qu'elle ne comprendra pas. Michelle enviait aussi Darcy, car elle avait ses 2 parents. Pour Michelle, les parents de Darcy ne sont pas méchants. Ils aimaient simplement leur fille et se souciaient de son avenir. L'amertume de la perte de son père lui revenait souvent, parfois de manière très douloureuse. En outre, sa mère lui causait également de l'anxiété. Elle avait souvent des maux de tête et de l'hypertension. Malgré les tentatives de sa mère pour cacher tout cela, Michelle pouvait voir à travers leurs appels vidéo qu'elle n'allait pas bien. Finalement, au cours de sa 3e année, Michelle a subi une nouvelle perte. Sa mère est décédée d'un accident vasculaire cérébral. L'incident s'est produit sous les yeux de leur voisin qui a appelé une ambulance, mais il était trop tard. Les voisins du village ont aidé à organiser les funérailles et les services commémoratifs. Michelle leur est immensément reconnaissante de leur soutien. Mais ses nouveaux amis, Larry et Darcy, ne lui ont pas apporté le même soutien. Larry s'est évaporé,
incapable de supporter la dévastation que la tragédie avait provoquée chez Michel. Darcy a essayé de distraire Michel, mais ses paroles et ses actions ont été si inefficaces qu'elles n'ont fait qu'aggraver le malaise de Michel. Darcy finit par quitter Michel à son tour, mais pas de façon permanente. C'est probablement mieux pour toi d'être seul en ce moment, où tu pourras m'appeler si tu as besoin de quelque chose quand tu auras retrouvé tes esprits, lui dit Darcy. Ce fut une période difficile. Michel a dû se reconstruire et renaître de ses cendres. S'adapter à la solitude totale n'a pas été facile. Pendant longtemps, elle a dû appeler sa mère pour lui donner des nouvelles ou discuter de ses problèmes. Mais peu à peu, Michel a repris une vie normale. À l'approche de l'obtention de leur diplôme, les connaissances de Michel, y compris Darcy, élaboraient divers plans pour leur vie après l'obtention du diplôme. Certains rêvent de voyager, d'autres envisagent de poursuivre leurs études. Mais Michel n'avait qu'une seule option, trouver un emploi. L'âge adulte et les responsabilités sont intimidants, mais elle doit survivre. Malgré ses qualifications, Michel n'a pas trouvé d'emploi dans son domaine. Qui engagerait une avocate sans expérience? Son âge de 22 ans et son sexe jouent en sa défaveur. Vous êtes jeune, vous allez vous marier, puis prendre un congé de maternité, puis peut-être un deuxième, suivi d'un cycle sans fin de congés de maladie. Nous connaissons votre genre. Un responsable des ressources humaines lui a dit un jour, même si d'autres employés n'étaient pas aussi francs, Michel pouvait lire leur réticence dans leurs expressions. Personne ne voulait embaucher, former, puis payer les congés de maternité et de maladie d'une jeune fille inexpérimentée. Bien qu'elle ait assuré qu'elle n'avait pas l'intention de se marier ou d'avoir des enfants dans l'immédiat, personne n'a été convaincu. Et la jeune fille a donc décidé de travailler temporairement comme caissière jusqu'à ce qu'elle trouve un emploi dans sa spécialité, parce qu'elle devait payer son logement et sa nourriture et qu'il n'y avait nulle part où trouver de l'argent. À l'époque, sa routine comprenait un lever matinal, un trajet en bus bondé à travers la ville et un long travail épuisant et monotone. Elle devait être extrêmement attentive pour éviter que le moindre manque ne soit déduit de son salaire. Cependant, l'aspect le plus difficile était de traiter avec les gens. Malgré les grossièretés, les insultes et les accusations de sous-performance de la part des clients, Michel doit rester impeccablement poli. Darcy ne comprend pas pourquoi Michel supporte tout cela. Si j'étais toi, j'aurais quitté ce foutu boulot depuis longtemps, lui dit Darcy. Elles sont redevenues amies, principalement parce que Darcy s'était brouillée avec ses parents et qu'elle avait besoin d'un endroit où rester. Darcy travaillait comme comptable dans une entreprise où son père lui avait trouvé un emploi. Grâce au soutien de ses parents, Darcy menait une vie relativement aisée, ce qui l'empêchait de comprendre les difficultés de Michel. Michel désirait ardemment un homme fort, fiable, sage et fidèle pour partager son fardeau, mais il lui était difficile de trouver un tel homme. Mais à sa grande surprise, Darcy a réussi à trouver un homme décent au travail. Arrêtait le chef d'un département et il emmenait constamment Darcy au restaurant, la complimentait, lui offrait des cadeaux coûteux et finit par la demander en mariage. Michel est sincèrement heureuse pour son amie. Cependant, elle ressentait de manière plus aiguë sa propre solitude et son manque de valeur dans ce contexte. Michel a assisté au mariage de Darcy. Les amis du marié s'intéressaient à la jolie demoiselle d'honneur avec laquelle ils avaient tous un partenaire, laissant Michel seul comme d'habitude. L'un des amis d'Art a surpris Michel dans un couloir étroit, l'a pressé contre lui et lui a chuchoté une proposition obscène de devenir sa maîtresse, en lui promettant des richesses matérielles. Michel l'a repoussé, son humeur s'est complètement dégradée. Bien entendu, à la recherche de l'âme sœur, Michel a également essayé les rencontres en ligne. Elle a indiqué dans son profil qu'elle n'était intéressée que par des relations sérieuses, à long terme et susceptibles de déboucher sur un mariage. Cela a probablement dissuadé certains candidats inadéquats, mais malheureusement pas tous. Michel a eu une série de rendez-vous infructueux. Elle pourrait probablement écrire un livre intéressant, ou au moins un long article, à ce sujet. Tu as dû te tromper de comportement, dit Darcy à Michel en réfléchissant. Il n'y a pas que les gens qui sont des abrutis, ça n'arrive pas. Cela n'arrive pas. Michel est blessé par les paroles de Darcy. Elle avait espéré du soutien et de la compréhension, mais Darcy avait laissé entendre que c'était elle qui était responsable de ses problèmes, et non les hommes.
Michel se demande si Darcy a raison. Après tout, elle semblait avoir tout ce qu'il fallait. Elle travaillait dans la profession qu'elle avait choisie, était mariée, avait sa propre maison et attendait un bébé. Mais malgré les mots durs de Darcy, Michel était heureuse de la réussite de son amie et espérait désespérément qu'un jour, elle aurait elle aussi de la chance. Cependant, pour l'instant, sa vie était chaotique, remplie de solitude, de difficultés financières et d'un travail monotone. Lorsque Darcy a eu son bébé, les amis ont commencé à se voir plus fréquemment. Darcy, devenue une jeune mère fatiguée, luttait pour s'occuper du bébé et de son mari qui ne l'aidait pas. Elle était également en colère contre ses parents, qui avaient promis de l'aider à s'occuper du bébé, mais qui étaient introuvables après la naissance. Ils ont eux-mêmes demandé des petits-enfants. Mes parents et ma belle-mère ont promis de m'aider, mais dès que j'ai accouché, ils ont disparu. Je me débats toute seule avec le bébé. Je ne mange pas assez. Je ne dors pas assez. Le bébé est si grincheux. Je n'en peux plus. Michel a commencé à aider Darcy à s'occuper du bébé une fois par semaine, et son ami a apprécié ses visites. Darcy préparait du thé, offrait des friandises et prenait un bain pendant que Michel s'occupait du bébé. Cependant, avec le temps, Darcy a commencé à appeler Michel plus fréquemment pour diverses raisons, comme la nécessité d'aller chez le dentiste ou dans les magasins. Michel, bien que fatigué par son travail et les tâches ménagères, mettait toujours ses tâches de côté pour aider son ami. Après tout, Darcy était la seule amie proche de Michel, et elle ne voulait pas la perdre. Puis, les amis sont censés s'entraider. C'est ça l'amitié, se dit Michel. Mais elle se sentait toujours mal à l'aise en présence du mari de Darcy. Yuri semblait mécontent de sa femme et de la présence fréquente de son ami dans leur appartement. Et elle leur arrivait de se disputer devant Michel, ce qui la mettait dans l'embarras. Yuri et Darcy s'accusaient mutuellement d'être paresseux et de manquer de soutien. Avant la naissance de leur bébé, Michel pensait que leur famille était parfaite. Peut-être n'était-ce qu'une illusion. C'est alors qu'un véritable problème est apparu dans la vie de Michel. Lors d'un contrôle de caisse au supermarché, un manque important a été découvert. Michel a été accusé d'avoir volé cet argent. En entendant cette accusation, elle a été stupéfaite et s'est sentie nauséeuse. Elle n'avait pas autant d'argent, et elle devrait travailler gratuitement pendant 6 mois pour tout rembourser. Sans manger, sans boire, sans payer le loyer. Comment est-ce possible? Michel essaie de se défendre auprès de son patron. Ce doit être une erreur. Je n'aurais pas pu laisser faire ça. Je fais attention à mon travail. Je travaille pour vous depuis longtemps et rien de tel ne s'est jamais produit. Eh bien, c'est arrivé maintenant. La responsable regarde Michel d'un air accusateur, créant une distance entre elles. D'habitude, elle était plus amicale avec elle en tant qu'employée de longue date. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment ça, quoi? Payer le manque à gagner. Sinon, vous risquez une procédure pénale pour détournement de fonds ou vol. Je ne suis pas sûre de la classification actuelle. Dans tous les cas, vous aurez de gros problèmes. Je n'ai pas autant d'argent. Je peux peut-être rembourser progressivement. Je pourrais vous donner la moitié de mon salaire jusqu'à ce qu'il soit remboursé. La patronne a secoué la tête. L'argent doit bientôt arriver à la caisse. La totalité de la somme. Pas de paiement échelonné. Mais où vais-je trouver cette somme? Je n'en sais rien. Emprunter à quelqu'un. Ou faire un prêt. À ce moment-là, son téléphone bipa avec insistance dans la poche de son jean, affichant le nom de Darcy à l'écran. Bonjour, tu as encore besoin de faire du babysitting? Elle a encore besoin de faire du babysitting, devina Michel, et soudain une idée lui vint à l'esprit. Bien sûr. Darcy. Elle se vante souvent d'avoir un coussin financier pour son congé de maternité. Elle va sûrement m'aider. Et j'essaierai de la rembourser dès que possible. Voilà la solution. Michel, la voix fatiguée de Darcy retentit au téléphone. En arrière-plan, on entend les pleurs d'un bébé. Michel, je dois sortir quelques heures ce soir. Peux-tu venir après le travail pour garder mon fils? Oui, c'est possible.
Je te remercie. Tu es la meilleure amie que j'ai jamais eue. Michel était persuadée que Darcy l'aiderait à résoudre son problème, d'autant plus qu'elle en avait les moyens. Voilà la situation, dit Michel après avoir raconté toute l'histoire. Je suis dans une situation difficile et vous êtes la seule à pouvoir m'aider. Michel n'était pas à l'aise pour demander cela, mais elle pensait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Pourtant, en entendant sa demande, Darcy se crispe et s'agite sur sa chaise. Michel, je suis désolé, mais je ne peux pas t'aider. Répondit Darcy. Pourquoi? Michel n'en revient pas. Pourquoi? Darcy a commencé à s'agacer. D'abord, Har et moi avons une hypothèque. Son emploi n'est pas toujours stable, alors nous utilisons peu à peu mes économies. De plus, nous avons un bébé. Les couches, le lait maternisé. Vous ne vous rendez pas compte à quel point tout cela coûte cher. Je comprends. Michel acquiesce. Son dernier espoir de trouver une solution s'évanouit. Darcy ne pouvait pas l'aider, et c'était terriblement décevant. Tu peux toujours faire du babysitting? Malgré mon refus, demanda Darcy en baissant les yeux. Bien sûr. Comment as-tu pu penser le contraire? Nous sommes amis, lui assure Michel. Finalement, Michel a dû contracter un prêt. Son mode de vie déjà frugal est devenu encore plus strict. Elle prend un autre emploi à temps partiel, travaille jour et nuit et consacre son temps libre à s'occuper de l'enfant de Darcy. Pendant ce temps, Darcy a acheté une nouvelle voiture. Directement dans la salle d'exposition. Avec beaucoup de plaisir, elle en décrit les mérites à Michel, qui l'écoute, acquiesce et sourit. Tout en essayant de ne pas penser à la façon dont Darcy lui avait expliqué, quelques semaines auparavant, qu'elle ne pouvait pas l'aider, parce que ses économies étaient presque épuisées et qu'elle était en difficulté. Il s'est avéré que Darcy aurait pu prêter de l'argent à son amie, mais elle ne l'a pas fait. Michel a compris que Darcy ne devait pas sacrifier son rêve d'une nouvelle voiture pour elle. Après tout, la façon dont Darcy dépensait son argent ne regardait quel point elle ne devait rien à Michel, qui n'avait donc aucune raison de se vexer. Et Michel ne s'est pas offensé. Elle continue à rendre visite à Darcy et à l'aider pendant son temps libre à s'occuper du bébé, en veillant à ce que son amie sache qu'elle n'est pas seule. L'été et le bel automne doré passèrent rapidement, et le temps froid arriva. C'est alors que Michel se rend compte qu'elle n'a rien à se mettre. Sa vieille veste était en mauvais état, tachée d'une marque qui refusait de partir au lavage. Elle avait un besoin urgent de nouveaux vêtements, mais comment pouvait-elle se les offrir? Tout le salaire de Michel est consacré au paiement du loyer et des emprunts. Elle survit avec du pain, des pâtes bon marché et des conserves. Néanmoins, elle a besoin de s'habiller. Darcy lui propose d'aller au marché aux puces. Qu'est-ce que tu veux dire? Demande Michel qui ne comprend pas. Eh bien, il y en a un près de la gare, là où se trouvait l'ancienne fontaine, tu te souviens? Les gens s'y rassemblent pour vendre des objets d'occasion. Je suis sûr que tu trouveras quelque chose. Le week-end suivant, Michel décide de se rendre à ce marché aux puces. Le nom l'a d'abord rebuté, car elle pensait que les objets vendus seraient sales et mal rangés. Mais elle a été agréablement surprise. Le marché était rempli d'étals. Comme dans un marché ordinaire. Et les articles étaient tout à fait convenables. De la vaisselle, des vêtements, des jouets et des antiquités. Michel avait l'impression de se promener dans un musée. Il y avait de vieilles marionnettes en plastique, des livres aux reliures défraîchies et même un gramophone. Une véritable rareté. Michel s'intéresse surtout aux vêtements d'extérieur. Elle finit par trouver la bonne rangée, remplie de vestes courtes brillantes, de doudounes de qualité et même de manteaux de fourrure. Un magnifique manteau bleu doux a immédiatement attiré l'attention de Michel. Il était élégant, stylé et semblait être dans un état neuf, sans éraflure, tache ou trou. De plus, il semblait être de la bonne taille. Le vendeur était une femme d'une 50aine d'années. Vous avez l'air d'aimer le manteau. Elle sourit. Essayez le je pense qu'il vous ira. Je peux dire que c'est votre style. Et j'ai l'œil pour ce genre de choses. Michel essaie le manteau et constate que la vendeuse a raison. Il lui va à ravir. Elle s'est même admirée dans le miroir.
Lorsque la vendeuse indique le prix, Michel est étonné. Il n'était pas cher. Elle pouvait facilement s'offrir ce magnifique manteau et n'en croyait pas ses yeux. Finalement, Michel quitte le marché aux puces avec le manteau bleu ciel. Le temps était devenu froid et elle ne voulait plus porter sa vieille veste fine après avoir essayé l'élégant manteau. Vêtu de ses beaux vêtements, Michel se sentait plus confiante, plus détendue et plus heureuse. Ce n'est pas grand-chose, mais cela a eu un impact considérable sur son humeur. Elle avait l'impression que tout le monde la regardait avec admiration. Et c'était peut-être le cas. Une jolie fille avec un léger sourire aux lèvres, portant un beau manteau, attire certainement l'attention. Michel a décidé de sortir du bus plus tôt et de marcher jusqu'à sa maison, en prévoyant d'acheter quelque chose de délicieux au magasin sur le chemin. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir de temps en temps. Alors qu'elle se dépêche de se rendre à l'épicerie, Michel entend la voix de quelqu'un. Elle se retourne lentement et aperçoit une gitane sur le trottoir désert. Elle était grande, basanée, avec un sourire aux dents blanches. Elle portait un châle sous lequel apparaissait une longue tresse noire ornée de perles et de rubans fins. Une veste courte, une jupe longue et des baskets volumineuses complétaient son look. Laisse-moi deviner ton avenir, ma belle. C'est probablement une mauvaise diseuse de bonne aventure. Et si elle ne voit pas que sa cliente potentielle n'a pas d'argent du tout, pense Michel. Je vais me contenter de faire de la voyance, dit soudain la jeune fille en examinant Michel de ses yeux noirs. La voyance est gratuite. Je ne fais qu'apprendre. J'ai besoin de m'entraîner. Michel sourit, se doutant qu'il s'agissait d'une jeune arnaqueuse. Je vois que tu ne me fais pas confiance. La gitane lui tire la langue. Bon, alors je vais te parler un peu de ton passé. Vous comprendrez alors que je ne vous trompe pas. Eh bien, je t'écoute. Michel se détendit pour une raison quelconque. La fille était si gentille, si amicale, qu'elle l'avait mise à l'aise. Je vois que la vie n'est pas facile pour vous. Je vois la solitude, les pertes passées. Oh, ils étaient très proches de vous. Vos parents, probablement, oui. La cartomancienne regarde Michel d'un air compatissant et lui fait un signe de tête affirmatif. Étonnamment, la jeune fille a lu son passé avec précision. Vous n'avez pas abandonné. Vous n'avez pas craqué. Tu es forte, poursuit la jeune gitane. Et tu ne craqueras pas. Tu es seule maintenant, et c'est difficile. Sache que ta vie va bientôt changer. Elle commence déjà à changer. Tu ne le vois pas encore. C'est vrai? Michel regarde la gitane avec espoir. Bien sûr. Je vois que tu auras bientôt de l'argent. Beaucoup d'argent. Tu oublieras la pauvreté une fois pour toutes. Tu auras bientôt de la chance. J'aurais aimé en avoir, Michel la maligne. J'aime ta prédiction. J'aimerais que cela arrive bientôt. Ce sera bientôt, répondit sérieusement la jeune gitane. Je vois que tu es sceptique, mais que tu veux croire. Tu te souviendras de mes paroles. Cependant, ce n'est pas l'argent qui t'apportera le bonheur. C'est autre chose. Plus tard, un peu plus tard, tu rencontreras ton homme. Il te cherche déjà. Il te trouvera bientôt. Tu seras heureuse. Oh, je vois des bébés. Dois-je vous dire combien vous en aurez? Non. Je préfère vous laisser la surprise. Les prophéties de la voyante novice réchauffent Michel, qui commence à avoir les larmes aux yeux. Peut-être a-t-elle simplement confondu les rêves de Michel avec son avenir. C'est tout. Je ne me trompe pas à ce point, protesta la gitane. Michel frémit de surprise. Elle lit dans mes pensées, se demanda-t-elle, sentant la chair de poule lui parcourir le dos. Et quand? Quand tout ce bonheur sera-t-il soudain devant moi? Demanda d'acheter d'HL. Je vais vous donner un indice, même si c'est un peu indiscret. Vous finirez par comprendre. Il s'agit de votre nouveau manteau. Examine-le chez toi. Sois prudent, suggéra la gitane. Ouah. Sourit Michel. Et qu'est-ce que je dois chercher? Tu le découvriras.
La gitane répondit évasivement. Je t'en ai déjà trop dit. Tout va bien se passer. N'aie pas peur. Et crois au bien. Je suis d'accord. Je vous remercie. La gitane fit un signe d'adieu et s'éloigna rapidement. Michel l'observe jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière les arbres. Elle ne croyait pas aux prédictions de la diseuse de bonne aventure. Néanmoins, en rentrant chez elle, elle examine son manteau. Elle fouilla les poches. Elle examina le col et sonda la doublure. Soudain, elle sentit un froissement de papier. Serait-ce un gros billet? La gitane avait promis de l'argent. Michel se dit, et si l'ancien propriétaire du manteau y avait caché quelque chose de précieux? Avec précaution, elle déchire, ouvre la doublure et passe la main à l'intérieur, retirant non pas un gros billet, comme elle l'espérait, mais un morceau de papier. L'écriture rapide sur le bout de papier la surprend. On aurait dit un guide de chasse au trésor. La gitane avait promis la richesse. Mais le contenu de la note choque Michel. S'il vous plaît, aidez-nous, dit la jeune femme. Ce n'est pas une blague ou une mauvaise farce. J'ai été kidnappée. Je suis enfermée dans une cave, obligée de réparer de vieux objets qu'il vend, je crois. Je suis dans un village non loin de la ville. Je ne connais pas le nom, mais j'ai vu un panneau indiquant 153 km. La maison se trouve à la périphérie du village. C'est toujours calme ici. Personne n'habite à proximité. Juste derrière la maison, il y a une forêt ou un jardin. Je n'arrive pas à l'identifier. Je crains qu'il ne me tue comme il a tué les autres. S'il vous plaît, sauvez-moi. Le souffle de Michel est coupé. Ses mains tremblent et ses tempes palpitent. La personne qui a écrit ces lignes est en danger, en proie à une peur qu'elle ne peut pas comprendre. Que doit-elle faire? Michel n'a aucun doute sur le fait que la note est un véritable appel à l'aide. Elle prend la seule décision qui lui semble juste. Elle a enfilé son nouveau manteau et s'est rendue au poste de police le plus proche. A eu début, personne n'a prêté attention à Michel et à son cas. Les enfants ne font que jouer, vous ne voyez pas? Un policier obèse aux yeux rougis par la fatigue lui a dit. Ces farces sont ridicules. J'ai vu beaucoup de farces dans ma vie. Mais Michel n'en démordait pas. Elle savait qu'elle était le seul espoir de cet homme. L'auteur du message secret comptait sur elle. Seul Michel pouvait le sauver de sa captivité. Elle devait agir vite. Elle ne sait pas depuis combien de temps le message est dans son manteau. Il est peut-être déjà trop tard. Mais elle refuse d'envisager cette éventualité. Finalement, un jeune officier accepte de prendre la déposition de Michel. Ben, quel imbécile tu fais en te chargeant de problèmes inutiles. Ses collègues plus âgés le réprimandent. Mais l'homme écoute Michel, enregistre sa déposition, prend sa note et la raccompagne personnellement à la sortie, en lui promettant de la tenir au courant. Michel a demandé à plusieurs reprises à Ben s'il essayait simplement de se débarrasser d'un visiteur intrusif. Mais il l'a rassuré en lui disant que tout se passerait bien, et elle n'a eu d'autre choix que de lui faire confiance. Elle a fait tout ce qu'elle a pu. Maintenant, c'est aux forces de l'ordre de s'en charger. 4 jours seulement après la visite de Michel, le même agent l'a convoquée à une réunion. Elle a dû prendre un jour de congé, un luxe qu'elle ne pouvait guère se permettre. Grâce à vous, une affaire importante a été résolue. Ben a accueilli Michel avec un sourire amical. Avez-vous entendu parler de Pamela McKechnie? Michel acquiesce. Tout le monde connaissait Pamela McKechnie. Son père était un notable de la ville, copropriétaire de la principale usine métallurgique et député. Riche, célèbre, influent. Sa fille Pamela avait disparu 3 mois auparavant. Malgré la présence d'un chauffeur et d'un agent de sécurité, la jeune fille de 16 ans, qui étudiait dans une prestigieuse école de langue, s'était volatilisée sur le chemin qui la menait de l'école à sa voiture. Personne ne comprend comment cela a pu se produire. Les théories sont nombreuses. Beaucoup pensaient que les rivaux de M. McKechnie avaient décidé de le manipuler par l'intermédiaire de sa fille en organisant un enlèvement soigneusement planifié. Cependant,
si elle avait été enlevée pour obtenir une rançon ou sous la contrainte, les coupables auraient déjà fait part de leurs exigences au père en détresse. Or, ils sont restés silencieux. Une autre théorie veut que Pamela se soit enfuie. L'enfant cherchait à se libérer de son père influ, de sa mère autoritaire, de ses gardes du corps, de ses chauffeurs et de sa routine interminable. Cette version, qui semblait la plus romantique, a fait l'objet de discussions animées sur les médias sociaux, car elle rappelait une série télévisée ou un film. Malgré des recherches approfondies, M. McKechnie n'a pu retrouver aucune trace de Pamela. En désespoir de cause, il a publié des annonces dans toute la ville, promettant d'importantes récompenses pour toute information concernant sa fille. Alors, c'est Pamela qui a écrit ce mot dans mon manteau, demande-t-elle. L'enquêteur acquiesce, son sourire s'élargit. Nous avons sauvé la fille juste à temps. Elle est vivante et en bonne santé. Elle est à l'hôpital, souffrant d'épuisement et de dépression nerveuse. Mais son père lui fournira une excellente rééducation et elle retrouvera son apparence d'antan en un rien de temps. Il y a des documents à signer. Votre déclaration a joué un rôle crucial dans le sauvetage de la jeune fille. Michel a eu la chair de poule dans le dos. Ouah, si je n'avais pas acheté ce manteau et rencontré Égyptie en chemin. Égyptie, elle aussi mérite d'être remerciée. Sans ces mots, qui sait quand j'aurais découvert le mot sous la doublure? Peut-être ne l'aurais-je pas trouvé du tout. Ou bien j'aurais lavé le manteau? Ce qui aurait rendu le texte illisible. Michel décide de réfléchir à cette question plus tard. Pour l'instant, elle est plus intéressée par les détails du sauvetage. Qu'est-il arrivé à Pamela? Pourquoi a-t-elle disparu? C'est une histoire, dit l'enquêteur en sortant un paquet de cigarettes de sa poche. Il regarda Michel et lui demanda, « Ça vous dérange ?» Michel secoue la tête. La conversation s'annonçait longue. Mais elle n'était pas pressée. Elle avait pris toute la journée. L'enquêteur a commencé à parler d'un ton doux et mesuré, se révélant être un excellent conteur. Depuis sa plus tendre enfance, la jeune Pamela McKechnie est habituée à ce que ses moindres désirs soient immédiatement exaucés. Un jouet coûteux, pas de problème. Une robe d'un grand couturier? Tout de suite. Enregistrer un clip vidéo dans un vrai studio? C'est également possible. La seule chose qui manque à Pamela, c'est la liberté. Ses journées sont programmées à la minute près. Cours et activités extrascolaires. Et Pamela était déjà une grande fille. Elle voulait de l'amour, de l'amitié, de la liberté. Elle voulait mieux connaître le monde au-delà de la clôture du manoir. Ce monde était si attirant, si intéressant, plein d'aventures et d'événements brillants. Un jour, Pamela s'est enfuie. Elle a échappé à ses gardiens vigilants et a pris le volant après l'école, laissant derrière elle les limites de son école privée. Elle a parcouru la ville, s'est rendue dans des cafés, a discuté avec des habitants et a même dansé avec des musiciens de rue dans un passage souterrain. Elle se sentait incroyablement heureuse et libre. C'était une journée merveilleuse. Et tout le monde autour d'elle semblait gentil, amical et sincère. Les paroles de son père, selon lesquelles l'homme est un loup pour l'homme, lui paraissaient évidentes. Elle avait même l'impression de mieux comprendre la vie que son influ père qui, malgré sa maturité et son sérieux, semblait avoir des idées fausses sur le monde. Puis Pamela a rencontré un homme. Il était grand, beau, charmant et modeste. Un contraste saisissant avec les garçons arrogants et imbus d'eux-mêmes qu'elle côtoyait habituellement à l'école. L'inconnu, qui s'est présenté sous le nom de Tom, a complimenté Pamela d'une manière qui lui a donné le vertige. Il portait un gros sac à dos, car il gagnait sa vie en vendant des objets d'occasion au marché. Pamela a proposé de l'aider. Pendant qu'il vendait dans la rue, Tom a raconté l'histoire exceptionnelle de sa vie. Et elle a grandi dans un orphelinat sans parents, endurant de nombreuses épreuves tout au long de son enfance et de son adolescence. Pamela a écouté ces récits poignants de pauvreté, de bagarres de rue et de tentatives pour retrouver ses parents. Le soir, Pamela accepte d'accompagner Tom à son appartement, situé dans une vieille maison à la périphérie de la ville. Elle le considère déjà comme un ami proche.
Tom, avec son charme magistral, avait gagné sa confiance. Sans aucune appréhension, elle monte dans sa vieille voiture rouillée. Tout en conduisant, Tom lui offre de l'eau, qu'elle accepte volontiers. Mais après quelques gorgées, le monde se met à tourner. Pamela s'est accrochée à la manche de Tom pour ne pas tomber et a été prise de nausée. Puis tout s'est assombri. Ses souvenirs lui reviennent par bribes. Elle se souvient s'être réveillée dans la voiture, alors qu'elle s'engageait sur une route de campagne à la hauteur d'un panneau 153 km. Après avoir arrêté la voiture, Tom a sorti Pamela, immobilisée et épuisée, et l'a portée sur son épaule jusqu'à la maison. Pamela remarqua que la maison se trouvait au bord d'une longue rue de village. Lorsqu'elle reprit pleinement conscience, elle se retrouva dans un sous-sol. L'endroit était sombre et humide, mais équipé du nécessaire. Un lit, des toilettes à seau et une table avec une machine à coudre. Tom lui a même appris à s'en servir. C'était un homme formidable. Physiquement fort. Pamela a tenté de s'échapper à plusieurs reprises, mais il l'a facilement maîtrisée et battue. Elle se rendit compte que Tom n'utilisait même pas toute sa force. Avec le temps, elle a compris qu'il valait mieux ne pas résister. Et si elle s'exécutait, il ne lui faisait pas de mal. Chaque jour, il lui apportait son repas. Le soir, il lui demandait de lui lire des contes de fées, ce qui était à la fois étrange et effrayant. Cet homme adulte écoutait des histoires magiques dans un livre épais, la bouche ouverte d'émerveillement. Tom apprit à Pamela à réparer des objets usés, qu'il vendait ensuite au marché. C'est dans ce travail que Pamela trouve la clé de sa survie. La jeune fille s'est révélée très débrouillarde. Le policier sourit en tirant une bouffée de sa deuxième cigarette. Elle cachait des billets dans différentes parties de ses vêtements, les cousant dans la doublure et les boutonnières. Sans sa vivacité d'esprit, elle serait encore coincée dans la cave, voire pire. Il semble que Pamela n'ait pas été la première captive de ce sous-sol. Tom attirait les filles, leur faisait lire des contes de fées et réparait les vêtements qu'il vendait ensuite. Tom nourrissait ses captives, savourant le contrôle qu'il exerçait sur elles. Lorsqu'il se lassait de sa captive, il s'en débarrassait et en trouvait une nouvelle. Quelle horreur, murmura Nichelle. Elle ne peut imaginer la terreur que Pamela a dû ressentir, seule au sous-sol avec un tel monstre. Maintenant que vous comprenez le danger que représente l'homme que vous avez arrêté, dit sérieusement l'enquêteur, vous avez rendu un grand service au monde, et pas seulement à Pamela. Vous auriez pu ignorer la note, la jeter et passer à autre chose. Ou vous auriez pu abandonner lorsque le poste de police ne vous a pas cru. Je sais qu'ils n'ont pas voulu prêter attention à vos paroles. C'est effrayant d'imaginer que vous ayez abandonné et que vous soyez parti. Nichelle acquiesça et frissonna. Se sentant profondément déstabilisé par l'existence de gens comme Tom. Il était effrayant de penser qu'on ne savait jamais qui pouvait passer par là. Une personne ordinaire ou un monstre. Le père de Pamela est Monsieur McKechnie. Il a entendu parler de vous et veut vous rencontrer, dit l'enquêteur. Pour quelle raison, demanda Nichelle, soudainement excité. Je crois qu'il veut vous remercier, répondit l'enquêteur. Et ne vous avisez pas d'être timide ou de refuser. Vous le méritez. Et elle s'avéra qu'en ce moment même, Monsieur McKechnie était au commissariat. Il avait des documents à signer et des gens à qui parler. Nichelle le reconnut immédiatement lorsqu'il entra dans le bureau. Après tout, elle l'avait vu de nombreuses fois sur des photos et des vidéos. Maintenant, elle le voyait en personne. McKechnie s'est approché de Nichelle en silence et l'a serré dans ses bras comme un père surpris. Cet homme important et influent semblait avoir les pieds sur terre et être sincère. À eu début, Monsieur McKechnie a parlé de son état d'esprit pendant les mois où sa fille avait disparu. Il était évident qu'il avait besoin d'exprimer ses émotions. Nichelle l'a écouté, faisant preuve d'empathie en hochant la tête. Puis ce fut au tour de Nichelle de parler. Elle a parlé à Monsieur McKechnie de ses problèmes financiers. Son manteau d'occasion et la gitane. Au début, elle n'était pas très sûre d'elle à l'idée de donner de tels détails. Elle pensait qu'il ne la croirait pas et qu'il la prendrait pour une folle. Mais il l'a cru. Il a cru en la gitane et en son indice prophétique.
Il croyait aussi que le sauvetage de sa fille était dû à quelque chose d'inexplicable, d'incompréhensible. En un mot, un miracle. Vous êtes une bonne fille, gentille et décente, dit finalement Monsieur McKechnie, alors que leur conversation touchait à sa fin. Le plus important est que vous ne soyez pas indifférente. Votre cas a sauvé non seulement ma Pamela, mais aussi beaucoup d'autres filles qui auraient pu lui succéder. J'en suis persuadée. Moi, bien sûr, je vous remercierai. Vous n'aurez plus besoin de moi. La gitane avait raison sur ce point aussi. McKechnie a tenu sa promesse. 1 heure plus tard, Michelle reçoit un SMS de sa banque. Elle n'en croit pas ses yeux lorsqu'elle voit le montant à l'écran. Elle n'était pas encore habituée à une telle richesse. Et la vie de Michelle a changé radicalement depuis qu'elle s'est enrichie. Elle a démissionné de son emploi au supermarché et en a cherché un autre, en prenant son temps. Elle n'était plus poussée par la pauvreté. Elle a trouvé un bon emploi, éloigné et bien rémunéré. Paradoxalement, elle a commencé à bien gagner sa vie lorsqu'elle n'avait pas besoin d'argent. Michelle a enfin pu réaliser ses rêves de longue date. Elle a obtenu son permis de conduire, acheté une voiture et de belles robes. Elle a même envisagé d'acheter un appartement. Elle pouvait s'offrir n'importe quelle propriété dans la ville, mais elle n'était pas sûre de vouloir y rester. Alors qu'elle pensait que la richesse était la garantie d'une vie insouciante, elle a découvert que la richesse était aussi une épreuve. Après être devenue riche, Michelle a été déçue par les gens, en particulier par ses proches. Darcy a été la première à se distinguer. Après avoir quitté le poste de police, Michelle lui a immédiatement fait part de son expérience extraordinaire, et son attitude à l'égard de Michelle a rapidement changé. Darcy est devenue plus attentive, plus attentionnée et plus polie. Elle complimente fréquemment Michelle. Un contraste saisissant avec son habitude de se moquer de l'apparence et du comportement de Michelle. Cela irritait Michelle de se rendre compte que Darcy la flattait, qu'elle se rabaissait constamment et qu'elle élevait Michelle pour qu'elle se s'entraîne. Désormais, chacune de leurs rencontres suivait le même scénario. Darcy commandait des mets délicats et des boissons coûteuses. Décrivait sa vie misérable avec force détail et laissait entendre que son amie pourrait résoudre l'un de ses problèmes. Michelle, la plus riche, finissait toujours par payer l'addition. Et puis Darcy a demandé, de manière présomptueuse, une parure de bijoux en or d'une marque renommée comme cadeau de Nouvel An. Michelle finit par comprendre que Darcy s'est toujours servi d'elle, et que leur amitié était basée sur les faveurs qu'elle lui rendait. Elle lui avait fourni un appartement, rédigé ses travaux de fin d'études et souvent gardé son enfant. Cependant, lorsque Michelle a eu besoin d'aide pour couvrir une dette, Darcy a refusé. Elle aurait pu retarder l'achat de sa nouvelle voiture pour prêter l'argent à Michelle, mais elle a choisi de ne pas le faire. Voyant leur amitié sous un nouvel angle, Michelle y a finalement mis fin. Cependant, malgré sa richesse et un bon travail, elle n'est pas heureuse. La nouveauté de son mode de vie aisé s'est estompée et elle aspire à la compagnie de personnes proches qui sont désormais absentes de sa vie. Cependant, la deuxième partie de la prophétie lui a donné de l'espoir. Elle lui promet qu'un homme qui la cherche déjà lui apportera le bonheur, l'amour, le mariage et même des enfants. Désireuse de trouver cet homme, Michelle a commencé à avoir des rendez-vous. Elle s'est engagée dans une longue histoire d'amour avec Case, un homme rencontré en ligne, qui semblait sensible et compréhensif. Il semblait anticiper les pensées et les désirs de Michelle. Mais plus tard, Michelle a découvert que Case était diplômé d'une école qui formait les hommes à communiquer efficacement avec les femmes fortunées pour atteindre leurs objectifs. Michelle connaissait l'existence de telles écoles pour les femmes, mais pour les hommes, elle n'était certainement pas préparée à cela. Michelle a remboursé le prêt de Case et lui a proposé son aide. Sans se rendre compte qu'elle était habilement guidée et poussée à prendre cette décision. Pour le nouvel an, elle lui a offert une moto, réalisant ainsi son rêve de vitesse, de vent dans les oreilles et de rugissement du moteur. Désireuse de rendre son bien-aimé heureux, elle lui a également donné un peu d'argent pour développer son activité. Après tout, il est important pour un homme de se sentir utile. Michelle était ravie que son bien-aimé s'engage dans un travail utile et trouve sa raison d'être. Cependant, l'entreprise a échoué et l'argent s'est volatilisé. Michelle a consolé Case,
qui était découragé, en l'invitant à ne pas se laisser abattre. En effet, Case s'est rarement avéré être un bon élève. Il a réussi à semer le trouble dans l'esprit de sa petite amie. La relation s'est avérée coûteuse pour Michel, l'argent de Monsieur MC Ketchner s'évaporant comme la neige sous le soleil de mars. Mais bientôt, Michel a pu regarder Case sans lunettes roses. Michel montrait souvent des photos de Case et parlait beaucoup de lui. Tout le bureau connaissait le petit ami de Michel, même s'il ne l'avait jamais rencontré. Un lundi, Meg a dit « J'ai vu ton beau petit ami au club samedi. » « Non, ce n'est pas possible, » a répondu Michel. Case a rendu visite à sa mère hier. Elle vit dans une ville voisine et ne se sent pas très bien, alors il. Je peux dire qu'il a une mère spectaculaire, dit Meg en souriant et en tendant son smartphone à Michel. L'écran affichait une photo intrigante. Un couple passionné était photographié dans la lumière tamisée d'un club. Case, élégant et séduisant, pressait contre lui une brune séduisante. L'étreinte est loin d'être amicale. Michel fixe le couple, cherchant désespérément la preuve que l'homme n'est pas Case, mais un sosie. Pourtant, c'était bien Case sur la photo que Meg avait prise. Et elle portait la chemise de marque chère et élégante que Michel lui avait elle-même offerte. Michel n'a pas commencé à clarifier sa relation avec son partenaire le soir même. Non, elle ne voulait pas gâcher l'illusion d'une relation chaleureuse, alors elle a attendu la dernière minute. Cependant, elle a commencé à scruter Case de plus près, remarquant des détails qu'elle avait négligés auparavant. La vérité sur son bien-aimé finit par apparaître. Case était un coureur de jupons professionnel, vivant de la générosité des femmes. Avant Michel, il avait eu une relation avec la veuve d'un homme d'affaires renommé, âgé de 60 ans. Il n'avait ni valeur morale, ni amour, ni sentiment. Faire face à la dure réalité est un véritable défi. Michel se sent à nouveau utilisée et insignifiante. Case n'était avec elle que pour l'argent. Il semblait que Michel elle-même ne signifiait rien. Seul Monsieur MC Ketch et son argent la rendaient attirante aux yeux de ses petites amies et des hommes. Michel a trouvé la force d'éjecter Case de sa vie. Bien que cela lui ait apporté un certain soulagement, des pensées oppressantes la hantaient toujours. Elle ne pouvait plus faire confiance aux gens. Sa meilleure amie était cupide et matérialiste. Sa prétendue âme sœur n'était qu'un gigolo. Tout le monde semblait ne vouloir que son argent. C'était comme si Michel n'avait pas d'existence. Elle n'était rien. Finalement, la femme a pris ce qu'elle croyait être une excellente décision. Elle quitte la ville. Après tout, qu'est-ce qui la retient ici? Son travail était éloigné. Elle pouvait se rendre au bureau 2 fois par semaine, le lundi pour collecter des documents et le vendredi pour soumettre les documents traités. C'était plus que suffisant. Michel a décidé de vivre dans la maison où elle a grandi, où elle a été heureuse, où elle est à sa place et où elle retrouvera le bonheur. Michel a ressenti le besoin de faire une pause dans sa vie, d'être seule avec ses pensées. Elle pensait qu'un rythme plus lent, le silence et l'absence de précipitation l'aideraient à trouver l'équilibre et la paix de l'esprit. Aujourd'hui, Michel est assise sur ses valises et ses cartons, attendant un camion. Elle quitte l'appartement qu'elle a loué pendant de nombreuses années. Elle y a emménagé en tant qu'étudiante naïve, pleine de projets pour un avenir brillant. Aujourd'hui, elle part en tant que quoi, une femme qui a réussi? Ou une personne malheureuse, seule et désillusionnée? Michel ne pouvait pas répondre à cette question. La maison de ses parents l'accueille avec des volets fermés et un silence pesant. Cela faisait longtemps qu'elle ne s'y était pas rendue et cela lui manquait. Elle regarda les toiles d'araignée dans les coins, se rappelant à quel point la maison était propre et accueillante du vivant de sa mère. C'était triste de voir la maison calme, déserte, sans surveillance. Michel se leva, prit un balai et se rendit dans le couloir. Elle décida de commencer à faire le ménage par là, et l'opération lui réchauffa l'âme. En essuyant la poussière sur les étagères, Michel se rendit compte qu'elle ne vendrait jamais cette maison, même pour tout l'argent du monde. À eu cours de la journée, plusieurs voisins, tous résidents de longue date, ont rendu visite à Michel. L'une d'entre elles était Madame Bison. « Michel, c'est toi, n'est-ce pas? Bonjour, ma chérie,
ça fait longtemps. Madame Bison salue. Oui, c'est moi, dit Michel en souriant à sa voisine. Heureuse de revoir un visage familier de son passé. Vous n'envisagez pas de vendre la maison de vos parents, n'est-ce pas? Je vois que vous faites le ménage. Non, j'ai l'intention de vivre ici. C'est vrai, s'exclame Madame Bison, surprise. Je n'en reviens pas. J'ai entendu dire que vous aviez un bon travail. Vous avez été licencié? Non. J'ai toujours mon travail. Je travaillerai à distance depuis mon domicile. C'est quelque chose que beaucoup de gens font de nos jours. Oh, je le sais point, dit Madame Bison en connaissance de cause. Beaucoup de gens travaillent à distance aujourd'hui. Mais les jeunes sont mieux lotis en ville. Il y a tellement d'opportunités. Peu de gens reviennent. Et vous? Que s'est-il passé? Tout va bien. Je voulais juste rentrer chez moi. Michel a répondu avec sincérité. Bien sûr. Reposez-vous. La maison est le meilleur endroit où l'on puisse être. Je vous apporterai le déjeuner. Ou tu peux venir chez nous. Je vois que vous serez occupé à faire le ménage et que vous n'aurez pas le temps de cuisiner. Merci beaucoup. Michel a souri chaleureusement, touché par les soins qu'elle recevait. Peu à peu, Michel s'est adapté à sa nouvelle vie rurale. Le lundi, elle se rendait en ville pour récupérer des documents, les traitait tout au long de la semaine et les renvoyait le vendredi soir. Son emploi du temps était détendu et cohérent. En général, elle termine les tâches administratives prévues à la mi-journée, ce qui lui laisse l'après-midi pour jardiner. Michel aimait travailler la terre, prendre soin des plates-bandes, faire pousser de belles fleurs et décorer son jardin avec des lanternes, des figurines de gnomes et de grenouilles. Michel lisait aussi, assise sous le porche dans un grand fauteuil moelleux qu'elle avait elle-même apporté du salon. Elle n'avait jamais eu le temps de le faire auparavant. Maintenant, elle avait le temps, et elle était impatiente de rattraper le temps perdu. Elle lisait un livre après l'autre, et même le mauvais temps n'était pas un obstacle à la lecture au grand air. S'il faisait froid, Michel s'habillait plus chaudement et s'emmitouflait dans un plaid. S'il pleuvait, un auvent la protégeait de la pluie et elle appréciait la lecture et le bruit des gouttes sur le sol aux couleurs vives. Un jour, vers le soir, Michel travaillait dans le potager. C'était le tout début de l'automne, la période de l'année qu'elle préférait. La chaleur intense s'était calmée, mais les premières gelées étaient encore loin. Et la nature regorgeait de couleurs vives et l'air embaumait les fleurs sauvages. Les soirées commençaient à être fraîches et Michel portait le pull chaud de sa mère. Ses cheveux étaient ébouriffés et elle portait de vieilles bottes aux pieds. Après tout, elle se rendait au potager, pas à un défilé de mode. Vivre à la campagne offre l'avantage de ne pas avoir besoin de se coiffer, de se maquiller ou d'être parfaite. Pourtant, ce soir-là, Michel regrette de ne pas s'être habillée un peu plus convenablement. Michel, c'est toi. Une voix masculine agréable l'interpelle à l'improviste depuis l'arrière de la clôture. L'esprit de Michel s'était égaré, comme souvent ces derniers temps, mais elle se retourna rapidement et croisa le regard de l'homme qu'elle avait idéalisé pendant toute son enfance et son adolescence. À l'époque, il n'était pas un homme, mais un enfant. En face de Michel se tenait Brian, la personne que tous les voisins prenaient comme exemple positif pour leurs enfants. Il était adulte, bronzé et souriant. Michel le reconnut instantanément, bien qu'elle ne l'ait pas vu depuis plus de 10 ans. Comment pouvait-elle oublier quelqu'un qui avait dominé ses rêves pendant si longtemps? Michel se souvient parfaitement que son cœur battait la chamade à la vue de son t-shirt bleu vif au loin. Brian était presque un rêve pour elle à l'époque, beau, intelligent et incroyablement sûr de lui. Il ne manquait jamais de mots et savait toujours quoi dire et à qui. Après le lycée, Brian a déménagé dans la capitale pour étudier à l'université et est devenu chirurgien pédiatrique. C'est du moins ce que disent les voisins. Brian n'est jamais revenu ici. Mais ses parents ont déménagé eux-mêmes leur fils dans la capitale. On dit que Brian leur a acheté un appartement proche du sien. Quelle chance ils ont! Les voisins disaient, quel bon fils ils ont élevé, respecté, riche, médecin et respectueux de ses aînés. Ce Brian devrait être dans la capitale maintenant,
menant la vie trépidante d'un homme prospère. Alors comment s'est-il retrouvé ici, près de sa clôture? De toutes les personnes, Brian était la dernière que Michel s'attendait à voir ici. C'était étonnant, comme un rêve devenu réalité. Michel réussit à sourire en espérant qu'il n'y ait pas de saleté sur son visage. Une mésaventure qui lui arrive souvent. Tu n'as pas beaucoup changé. Commente Brian en s'approchant de la clôture. Pourquoi es-tu là? J'ai appris pour tes parents. Je suis désolé. Oui, mes parents sont partis. Confirme Michel. Je comprends. Je rêve souvent de m'échapper sur une île déserte. Mais mes parents ont besoin de moi. C'est la seule chose qui me retient. Vous êtes chirurgien, m'a-t-on dit. Un chirurgien cardiaque pédiatrique. Précise Brian. Michel se surprend à regarder ses doigts. Les doigts fins et longs. Personne ne croirait que Brian a grandi au village. Et que ses mêmes mains ont coupé du bois, trait une vache et porté des poids lourds. Je travaille comme manager. Je travaille à distance, ce qui me permet de vivre ici. Comment vous sentez-vous? Êtes-vous satisfait de cette vie? Brian a regardé Michel dans les yeux, l'obligeant à dire la vérité. Bien sûr. J'aime tout. Écoutez, pourquoi restons-nous là? Pourquoi ne pas entrer si vous n'êtes pas pressé? Nous allons nous asseoir dans le patio. Je vous ferai du thé avec des feuilles de framboisier. Je me souviens que tu aimais ça quand tu étais petite. Je l'aime toujours, je crois, sourit Brian. Mais cela fait longtemps que je n'en ai pas bu. Et je crois que j'en ai oublié le goût. Ils s'assirent sur la terrasse, sous le ciel qui s'assombrissait rapidement. Michel alluma une lanterne. À sa lumière, les moucherons et les papillons de nuit ont dansé leurs éternelles danses. De grandes étoiles brillantes se sont allumées l'une après l'autre dans le ciel. Du genre de celles que l'on ne voit qu'à la campagne. Michel voulait que ce moment dure le plus longtemps possible, avec Brian assis à côté d'elle, parlant de sa voix berceuse et agréable. Il était si spécial. Michel ne s'était pas rendu compte que ses sentiments d'enfant étaient encore vivants. Peut-être que ses relations avec d'autres hommes n'ont pas fonctionné parce qu'elle les a inconsciemment comparés à Brian. Brian dégageait une chaleur et une acceptation que Michel pouvait ressentir physiquement. Elle sentait que lui aussi était heureux de s'asseoir avec elle et de parler comme si de longues années de séparation ne s'étaient pas écoulées. Tu sais, avoua soudain Brian, de tous les habitants du village, c'est avec toi que j'ai le plus envie de parler. Tu as toujours été si attentionné et compréhensif. C'est très agréable à entendre. Michel a répondu sincèrement. Brian commence à parler de sa vie. Il vivait en ville, consacrant la majeure partie de son temps au travail, à l'enseignement et à l'étude. Il apprenait constamment de nouvelles choses, perfectionnait ses compétences et s'entraînait avec des professeurs et des chirurgiens expérimentés. Brian excellait dans le traitement des cas les plus difficiles et recherchait des patients aimant les tâches difficiles. Lorsque Brian parlait de son travail, ses yeux pétillaient. Michel sourit. Il était clair qu'il aimait son travail. Brian avait trouvé sa voie, sa place dans la VIE. Et elle est venue au village parce que ses parents lui ont demandé de prendre quelques affaires à la maison. Et toi, qu'en penses-tu? Parle-moi de TOI. Il n'y a pas grand-chose à dire, vraiment, dit Michel en haussant les épaules. En comparaison avec la vie de Brian, la sienne semblait un peu grise, inintéressante, presque dénuée de sens. J'ai vécu et travaillé en ville et je suis fatiguée. Alors je suis venue ici pour me reposer et me ressourcer. Vous êtes seul à la maison? Vous n'avez donc pas de mari et d'enfants? Demande Brian, immédiatement gêné. Oh, je suis désolé, c'était une question qui manquait de tact. Non, elle ne l'était pas. Michel sourit. Elle était heureuse que Brian s'intéresse à sa vie privée. Vous avez raison, je n'ai pas d'enfant ni de conjoint. Je n'ai pas d'enfant ni de mari. Je suis seule. Brian a souri de manière compréhensive. Moi aussi, je suis seule. J'ai récemment mis fin à une relation étrange et difficile. Mais je ne me sens pas seule. Je me sens libre, voire libérée. Cet aveu fait plaisir à Michel.
Elle dut même détourner les yeux pour que Brian ne s'aperçoive pas de l'impression que ses paroles faisaient sur elle. Michelle se souvient d'une prophétie selon laquelle elle rencontrera bientôt le grand amour. Son cœur lui dit que cette fois-ci, il n'y aura pas de déception. Tout se passerait enfin bien, comme il se doit.